Nouvelle semaine, nouvelle édition, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal version française de Viva en cette soirée du lundi 3 mars 2025. Dans les actualités de ce jour, page faits divers pour commencer, les deux malfaiteurs qui se sont introduits par effraction dans une maison, un Boudiafouti, un Pitatafk, jeudi soir dernier, ont été arrêtés hier par la gendarmerie et auditionnés aujourd'hui par la gendarmerie de Fénois-Rive. L'un d'entre eux a été arrêté à Ndave et son complices à Saboutinameyan. Pour rappel, ils ont été filmés par une caméra de surveillance pénétrant par effraction dans une maison, brutalisant le fils du propriétaire et s'emparant ensuite d'un scooter et d'une télé à écran plat. Reportage. Les informations diffusées sur les réseaux sociaux concernant la recherche des deux auteurs d'une attaque à Pitatafk Boudiafouti a porté ses fruits. En effet, ces deux braqueurs ont été arrêtés par la gendarmerie. L'un, appelé-il, a été arrêté à Ndave le samedi 1er mars, si son complice dénommé Seyd ou Cédric a été arrêté à Saboutinameyan le dimanche 2 mars. La gendarmerie procède actuellement à la recherche des personnes qui ont acheté les biens volés. Pour rappel, ces malfaiteurs ont attaqué une maison à Boudiafouti Pitatafk le jeudi 27 février. Leur acte, filmé par les caméras de surveillance à l'extérieur et à l'intérieur de la villa, a fait le tour des réseaux sociaux ce week-end et a suscité l'indignation de nombreux internautes. Tout s'est passé vers 20h15 lorsque les parents sont sortis raccompagner leurs employés. À ce moment-là, seuls leurs enfants, un jeune de 18 ans et ses sœurs de 15 et 11 ans, se trouvaient à la maison. Le jeune homme regardait tranquillement la télévision dans le salon lorsque les braqueurs ont fait irruption. Les malfaiteurs l'ont frappé à coups de baramine à la tête et au ventre. Il a également reçu un coup en plein visage, ce qui lui a fait perdre des dents, selon les informations. Ses sœurs ont rapidement fermé la porte de l'étage pour empêcher les criminels de monter. Finalement, ces derniers se sont cantonnés au rez-de-chaussée où ils ont dérobé une moto, une télévision et un ordinateur. Le préjudice est évalué à 16 millions d'ariars, selon toujours les informations. Les bandits ont quitté les lieux avant l'arrivée des gendarmes. Depuis, un avis de recherche a été diffusé avec une forte récompense pour toute information menant à leur capture. Et aujourd'hui, après leur interpellation, ces deux bandits ont fait l'objet d'enquêtes auprès de la brigade de la gendarmerie de Fénois-Rive. Ensuite, le ministre de la Justice, Rakhoutman Dimbi Benjamin Alexis, a limogé les chefs d'établissement des prisons d'Atanmour et de Tiafa la semaine dernière en raison de leur implication dans des affaires de corruption. Le ministre a réaffirmé sa fermeté quant à l'éradication de la corruption afin de restaurer l'intégrité et la dignité du système judiciaire et carcéral. Plus de détails avec Ruth Christelle Rakhoutmalal. Le ministre de la Justice, Rakhoutman Dimbi Benjamin Alexis, a démis de ses fonctions le chef d'établissement de la prison d'Atanmour, qui avait été nommé à ce poste le 5 novembre dernier. Cette décision fait suite à une inspection surprise menée par le ministre la semaine dernière, révélant que le quartier dit Maputo, un espace où la corruption règne et où les détenus fortunés peuvent acheter des privilèges, était toujours ouvert. Alors que 2 semaines auparavant, le ministre avait donné des instructions strictes pour sa fermeture. Le chef d'établissement de la prison de Tiafa a également été relevé de ses fonctions la semaine dernière. Des faits de corruption y ont également été constatés, notamment la possibilité pour certains détenus de passer la nuit hors de la prison et de n'y retourner que le matin. Lors de son inspection, le ministre a également découvert 40 téléphones portables appartenant aux détenus en cours de recharge grâce à l'énergie solaire. Le ministre de la Justice insiste sur la nécessité d'éradiquer la corruption pour restaurer la crédibilité du système judiciaire et carcéral. En attendant de nouvelles nominations, des responsables intérimaires ont été désignés à la tête de ces deux établissements pénitentiaires. Et selon les dernières données du BNJRC, cet après-midi, 8 personnes ont perdu la vie, tandis qu'une autre est portée disparue suite au passage du cyclone Andé dans la partie sud-ouest de Madagascar. Plus de 88 000 personnes sont sinistrées et 27 000 déplacés selon toujours les informations. Jessia Lemire nous en dit plus. Le passage du cyclone tropical Andé à Madagascar a laissé un lourd bilan humain et matériel. Selon les dernières données du BNJRC cet après-midi, 8 personnes sont décédées, 3 à Bekil, 1 à Betchouk, 1 à Murundav, 3 à Impani Ouest.
et tandis qu'une personne est portée disparue à Belou sur Tiribine. Les causes précises de ces drames restent à déterminer, mais les conditions météorologiques extrêmes ont mis en péril des milliers de vies. En parallèle, le cyclone a fait 88 blessés et a laissé 88 215 sinistrés, soit 20 486 ménages. 27 707 personnes ont été contraintes de quitter leur habitation et se retrouvent actuellement hébergées dans des sites d'accueil dans les régions touchées. Les dégâts matériels sont également considérables. 10 305 maisons ont été entièrement détruites, 1 370 partiellement endommagées et plus de 13 467 inondées. Et un type de temps saison estivale prédominera sur toute l'île pour cette semaine. D'après Météo Madagascar, Ondé devrait s'éloigner lentement du littoral sud du pays en ce début de semaine si une nouvelle perturbation cyclonique pourrait en revanche se former au large des côtes nord-est de l'île en milieu de la semaine, d'après toujours Météo Madagascar. Les détails toujours avec Fanjesen Mireille. Pour cette semaine, un temps de saison estivale est attendu généralement sur l'île, tandis que la présence d'un vent d'alizé sur la partie est est prévue en fin de week-end. D'après Météo Madagascar, des averses localement orageuses pointeraient sur la partie sud-ouest, à l'intérieur du nord, ainsi que le versant est des hautes terres centrales. Le temps sera nuageux sur le versant est du pays, avec un risque de crachats locaux par moment. En fin de semaine, des pluies locales sont attendues sur le littoral est et le temps sera généralement sec ailleurs. Par ailleurs, une baisse de température maximale est prévue sur les hautes terres centrales et le littoral est en fin de semaine, entre 11 à 27 degrés Celsius le matin et 23 à 39 degrés Celsius dans l'après-midi. Selon toujours Météo Madagascar, une nouvelle perturbation cyclonique pourrait se former au large des côtes nord-est de l'île au milieu de la semaine. Sa trajectoire n'est pas encore bien définie jusqu'à présent, mais elle sera suivie de près. Ensuite, 10 ménages sont actuellement sans abri suite à l'incendie survenu dans le Foucontin d'un Paris, commune urbaine de Fort-Dauphin, région Annecy, samedi soir. Les autorités locales ont apporté des aides, notamment de la nourriture et divers ustensiles, ainsi que des kits solaires à ces derniers. Reportage de Anne Martina. Ces habitations dans le Foucontin à Paris, commune urbaine de Fort-Dauphin, région Annecy, ont été victimes d'un incendie dans la nuit du 1er mars. L'incendie est parti d'une maison et s'est propagé à 10 autres maisons selon les victimes. Suite à cet incident, 43 personnes sont sans abri à Paris actuellement, dont 18 sont des élèves. Les autorités locales leur ont apporté des aides d'urgence, notamment 5 moustiquaires, de la nourriture et des ustensiles. La région Annecy a également remis des kits scolaires aux élèves victimes de cet incendie afin qu'ils puissent reprendre leurs cours. Et Madagascar est aux côtés de l'Afrique pour promouvoir une diplomatie verte en privilégiant l'économie forestière comme levier de développement. C'est notamment le cas de la République du Congo et une des raisons pour laquelle la journée africaine pour l'environnement baptisée Wangari Maathai a été effectuée chez nous à travers un reboisement dans la commune de Maavel, le district d'Akasbe. Aujourd'hui, une initiative du ministère des Affaires étrangères malagasy en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable en présence du ministre des Affaires étrangères et du ministre de l'économie forestière congolais, plusieurs membres du corps diplomatique malagasy, le président du Sénat, quelques membres du gouvernement et des partenaires y ont participé. Plus de détails avec Naté Rakotmav. C'est une première pour Madagascar de célébrer la journée africaine pour l'environnement, baptisée Wangari Maathai. Cette journée a été marquée par un reboisement effectué dans la commune de Maavelun, district d'Inkasbe aujourd'hui, durant lequel 3000 arbustes ont été mis en terre. Ce reboisement est une initiative visant à s'engager avec l'Afrique pour redonner espoir à un monde vert, mais aussi la mise en place d'une économie forestière pour le continent africain qui sera le poumon de cette planète dominée par l'industrialisation. La promotion de la politique verte est aussi une solution pour Madagascar, eu égard de sa biodiversité. C'est la raison pour laquelle la délégation congolaise est à Madagascar. Une délégation menée par le ministre des Affaires étrangères, la ministre de l'économie forestière congolais, avec la présidente de la fondation Wangari Maathai pour des partages d'expériences et de compétences dans le cadre de cette politique d'économie forestière. Lancer que 6% du PIB de Congo est dû à cette exploitation forestière et le taux de couverture forestière du Congo est de 60%, soit un des taux les plus élevés au monde.
Donc nous, le Congo, on s'est engagé dans l'aménagement forestier, la certification forestière depuis les années 2000. Donc ça fait 25 ans que nous faisons l'aménagement forestier avec vraiment un renforcement de capacité des nationaux à gérer durablement l'exploitation forestière. Je voudrais vous dire comme exemple, dans une forêt naturelle, nous exploitons uniquement 3 arbres au plus, pas plus de 3 arbres. Et cette rotation se fait en 30 ans. Comme ça, quand nous revenons sur la première partie exploitée, nous avons une régénération naturelle qui nous permet la durabilité de nos écosystèmes forestiers. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, c'est l'exploitation des bois nobles. Des bois nobles, le Congo est reconnu par cette variété des essences que nous avons. C'est comme Madagascar, nous avons un pays riche en biodiversité. Et donc, c'est aussi vendre, parce que c'est l'économie forestière aujourd'hui. Nos pays doivent penser pas seulement à la préservation. Nos ressources naturelles doivent participer à nos économies. L'industrialisation forcenée du monde occidental a causé le préjudice dont nous sommes tous victimes aujourd'hui. Mais grâce à Dieu, l'Afrique est la solution, est aujourd'hui la solution, en tout cas l'une des solutions avec l'Amérique latine à travers l'Amazonie. Nous avons sur le continent un réservoir important d'oxygène, de biodiversité, le bassin du Congo, mais aussi des pays comme Madagascar qui sont riches en biodiversité, et nous devons préserver cette richesse comme la prunelle des yeux. Donc nous sommes ici, nous sommes venus représenter son Excellence Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, qui a introduit aux Nations Unies, au nom de l'Afrique, un projet de résolution sur la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement. Madagascar est très engagé dans cette politique du reboisement, et c'est ça qui explique notre présence ici. Cet engagement commun pour la restauration de la couverture forestière de Madagascar et qui s'étend à travers le continent africain marque une forte relation diplomatique entre les pays africains, mais aussi la relation entre Madagascar et le Congo, qui a dépêché une forte délégation pour honorer la politique nationale de Madagascar de restaurer la forêt malagasy. C'est aussi une marque tangible de l'Afrique qui s'unit pour la promotion d'une diplomatie verte et se montre comme solution face aux enjeux environnementaux actuels. De plus, la politique environnementale des deux pays, Madagascar et le Congo, se rejoignent et se complètent. C'est une belle initiative qui justement découle d'une vision, la vision du président Sassou Nguesso, mais aussi la vision de Monsieur le Président de la République, son Excellence Andry Rajoelina, qui a placé des objectifs très très ambitieux pour le reverdissement de Madagascar. Nous sommes ici en présence d'une forte délégation de notre République sœur, la République du Congo, et j'ai eu l'occasion de discuter avec son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso lors de mon passage à Brazzaville il y a quelques semaines de cela. Je lui ai dit notre engagement pour la mise en œuvre de cette belle initiative. C'est aussi pour montrer que Madagascar ne se sent pas détaché du continent. Madagascar est pleinement engagé dans l'agenda 2063, mais aussi est totalement impliqué dans toutes les initiatives pour la protection de l'environnement, dans cet esprit d'une diplomatie climatique et environnementale ambitieuse et offensive. Aujourd'hui, nous prouvons que Madagascar est aux côtés des pays frères africains, en particulier de la République du Congo. Il est à rappeler que 3000 jeunes plantes ont été mises en terre dans le Fokontan de Manatenasso, commune Mahaville, district d'Ankasbe aujourd'hui, par la délégation congolaise, les membres du gouvernement malagasy, le président du Sénat, des membres du corps diplomatique et les partenaires. Le père Pedro, qui a aussi, non loin de là, une grande pépinière appelée Intultanahar, y a également participé. C'est aussi un grand moment, affirme le maire de la commune de Mahaville, car le district d'Ankasbe commence à se redresser petit à petit des feux de brousse en appliquant la politique gouvernementale qui est de reboiser Madagascar. Et les auditeurs de l'émission Okazav sur la chaîne Viva Radio ont effectué également un reboisement à Batulam Timafouti samedi dernier. C'était également l'occasion pour eux de faire connaissance et de partager leurs souhaits en vue d'apporter de l'amélioration à cette émission. C'est Sylvain, Anna Martina et Sech Hanjiana. Plus de 700 personnes venues de toute l'île, notamment originaires d'Antananarivo, Tuamasan, Atsimu Etsnanan, Madzang et Antirabe, auditeurs de l'émission Okazav sur Radio Viva, se sont donné rendez-vous samedi pour un reboisement dans la commune Ambatlang Simafut, district d'Ambujachim.
C'était également une occasion pour eux de faire connaissance. Ce rebasement est synonyme de solidarité dans le soutien du président Andry Rajoelina, a déclaré Mme Patrick Andry Nzanarson, le premier responsable de cette émission. Cette émission de la Radio Viva qui a pour but de discuter des affaires nationales, d'apporter des analyses et surtout de donner la parole aux auditeurs à travers des appels téléphoniques. Les auditeurs de l'émission Okazav ont profité de cette occasion pour s'adresser des vœux en cette nouvelle année. Des séances de Zumba, des animations et divers jeux ont eu lieu à cette occasion. L'objectif a été atteint d'après l'organisateur. Les adeptes de l'émission Okazav ont remercié Viva pour cet événement. Concernant les actualités sportives, 65 clubs ont participé à la Coupe de Madagascar de karaté dans les catégories enfants et féminines qui s'est tenue en fin de semaine au gymnase couvert de Mahamasn. Seuls les combattants des ligues de Sofia, Diana et Sava ont manqué à l'appel en raison du mauvais temps parmi les 23 ligues participants. Néanmoins, l'objectif a été atteint et l'affluence au rendez-vous selon les organisateurs. Félan Rakoutarsoul. La Fédération de karaté-do de Madagascar a réussi l'organisation de la deuxième édition de la Coupe de Madagascar dans les catégories jeunes et féminines qui a pris fin hier au gymnase couvert de Mahamasn. Cette compétition a réuni plus de 500 combattants, toutes catégories confondues, issus des 4 coins du pays. La compétition marque aussi l'ouverture de la saison. Cette Coupe de Madagascar est aussi une occasion pour la Fédération de karaté-do de Madagascar de remettre leur diplôme aux 18 enseignants de karaté qui ont tous réussi leur examen après un stage de formation d'une semaine à l'Académie nationale des sports à Mpefilou. Ceux qui ont obtenu leur diplôme sont des cadres qualifiés munis d'un diplôme d'animateurs fédéraux. Les diplômes leur ouvrent la voie dans l'enseignement du karaté, d'après le président de la Fédération de karaté, Emile Ratefnanari. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, comment aider l'Ukraine et préserver la sécurité de l'Europe sans les Américains. Hier, une quinzaine de dirigeants européens alliés de Kiev se sont retrouvés à Londres pour resserrer les rangs autour de Volodymyr Zelensky et représenter l'Europe de la défense. Reportage est signé France 24. En visite au Royaume-Uni, Volodymyr Zelensky est venu chercher le soutien de ses alliés européens, mais aussi apaiser les tensions avec les États-Unis. Indépendamment de ce qui s'est passé auparavant, indépendamment de cela, nous sommes constructifs. Nous pensions que l'accord sur les minerais serait signé. De notre côté, nous sommes prêts à signer. Je pense honnêtement que les États-Unis le seront aussi. En clair, l'accord sur les minerais ukrainiens avec les États-Unis est toujours sur la table, même après l'altercation entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Cet accord prévoit l'exploitation de ressources par Washington en compensation de l'aide financière et militaire apportée à Kiev. Mais il ne comporte aucune garantie de sécurité, un thème justement au menu d'une rencontre à Londres entre Européens, alliés des Ukrainiens. En tête, le Royaume-Uni et la France, qui se disent prêts à former une coalition de volontaires pour garantir la sécurité de Kiev. L'Europe doit faire le gros du travail. Mais pour soutenir la paix sur notre continent et réussir, cet effort doit bénéficier d'un soutien fort des États-Unis. Et pour ce faire, les Européens ont édicté leurs priorités. Nous devons réarmer l'Europe de toute urgence. Et pour ce faire, je présenterai un plan complet sur la manière de réarmer l'Europe le 6 mars, lorsque nous tiendrons notre Conseil européen devant les dirigeants. Un mouvement déjà entamé par plusieurs pays européens. Royaume-Uni, France, Danemark et d'autres vont augmenter leurs dépenses militaires ou travaillent sur un plan pour le faire. Ensuite, depuis dimanche, Israël bloque l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza à nouveau. En cause, les désaccords sur la poursuite de la trêve et le gouvernement israélien reproche au Hamas de refuser le plan américain d'extension de la trêve. France 24. Des routes vides à Rafah, pas de camions, pas d'aide humanitaire depuis qu'Israël a suspendu l'entrée des cargaisons dans la bande de Gaza. Une décision prise après le refus du Hamas d'une proposition de dernière minute des États-Unis, alors que la première phase de l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 19 janvier prenait fin. La proposition américaine prévoit de prolonger le cessez-le-feu pendant le Ramadan et la Pâque juive et de libérer tous les otages détenus à Gaza en 2 étapes.
Selon cette proposition, le Hamas libérerait la moitié des otages le premier jour et le reste lorsqu'un accord sur un cessez-le-feu permanent serait trouvé, d'après le Premier ministre israélien. Alors qu'Israël a accepté le plan américain, le Hamas a jusqu'à présent persisté dans son refus. Il n'est pas d'accord avec le plan. Si le Hamas change de position, Israël entamera immédiatement des négociations pour mettre en œuvre le plan. Et je veux préciser une chose encore, il n'y aura pas de cadeau. Si le Hamas pense qu'il sera possible de poursuivre le cessez-le-feu ou de bénéficier des conditions de la première phase sans libérer d'otages, il se trompe lourdement. Pour le Hamas, suspendre l'aide humanitaire équivaut à un crime de guerre et à une violation de l'accord. Le groupe islamiste a rejeté à plusieurs reprises une prolongation. Il refuse de discuter d'autre chose que d'une mise en œuvre de la deuxième phase, censée garantir le retrait des troupes israéliennes de Gaza. Samedi à Tel Aviv, les familles des otages ont exhorté le Premier ministre israélien à franchir cette nouvelle étape. Netanyahou, il n'est pas nécessaire de prolonger la première phase. Il faut immédiatement lancer la deuxième. La crise actuelle dans les négociations est une crise délibérée, orchestrée et manipulée par Netanyahou. L'impasse actuelle fait craindre une reprise des hostilités. L'Union européenne condamne le refus du Hamas d'accepter une prolongation de la première phase de l'accord. L'ONU appelle au rétablissement immédiat de l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Et après plusieurs reports, la fusée européenne Ariane 6 est prête à décoller lundi de Kourou en Guyane française pour son premier vol commercial emportant un satellite militaire de surveillance et de renseignement. Cette mission doit sceller la souveraineté stratégique retrouvée de l'Europe dans un contexte géopolitique chamboulé avec un rapprochement spectaculaire entre les États-Unis et la Russie. France 24. Dans le ciel de Guyane, un hélicoptère Puma, élément du dispositif de surveillance et de sécurisation du centre spatial de Kourou. À l'intérieur de ce portique, Ariane 6. À 17h24 heure de Paris, la fusée devra réaliser sa première mission commerciale en lançant un satellite pour le compte du ministère français de la Défense. Ce satellite, le CSO-3, sera placé sur orbite à 800 km d'altitude. Il permettra aux armées françaises de compléter leur mini-constellation de surveillance de la Terre. Hélicoptères, Rafale, mais aussi AWACS, tous les moyens sont mobilisés pour assurer la sécurité du tir. Il peut y avoir des menaces, des personnes qui peuvent venir perturber le lancement pour des contestations diverses. Et puis évidemment les compétiteurs étrangers qui pourraient venir perturber pour des raisons géopolitiques le tir de la fusée. Les deux premiers satellites CSO avaient été lancés en 2018 et 2020 par des Soyouz russes, que les Européens ne peuvent plus utiliser depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Ce tir revêt donc une importance capitale dans un contexte de rapprochement entre les États-Unis et la Russie. C'est un lancement qui est vraiment clé pour l'autonomie de l'accès à l'espace de la France et de l'Europe. Et donc pour pouvoir accéder à l'espace, il faut un lanceur. Donc là, la fusée Ariane 6, il faut des installations, donc le centre spatial guyanais qui est opéré par le CNES, il faut l'agence spatiale européenne qui va chapeauter toutes ces opérations. Face à la concurrence de SpaceX d'Elon Musk, face aux investissements publics américains 5 fois supérieurs à ceux des Européens dans le domaine du spatial, ce vol sera scruté. Il devrait être le premier des 32 que compte désormais le carnet de commandes d'Ariane 6, ce qui assurerait des années d'activité au centre spatial à Kourou. Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de cette édition. Nous vous remercions de votre fidélité et tout de suite après, vous allez suivre la série Squid Game. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir à tous.